Bonjour. Eh bien, nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble aujourd'hui un texte, un poème plus précisément, de Baudelaire, qui est extrait des Fleurs du Mal et qui s'intitule Une charogne. C'est un texte que j'aime beaucoup, qui est très original, qui est totalement atypique et en même temps qui reprend des, je dirais pas des clichés parce qu'il casse complètement les codes, mais qui reprend des thématiques que vous retrouvez chez d'autres auteurs, hein, comme par exemple chez Ronsard, chez Corneille, qui consiste à évoquer la mort, à évoquer le temps qui passe, et à faire une comparaison entre euh, un élément qui symbolise le temps qui passe et la mort, et une femme, pour montrer à cette femme que sa beauté, sa jeunesse, c'est quelque chose d'éphémère, et qu'elle est mortelle, pour lui rappeler qu'elle est mortelle. Donc ça, c'est une thématique assez fréquente dans la littérature. Et également une autre thématique qui est celle de l'artiste et notamment le poète, qui va rendre immortel, donner une certaine immortalité, sauver de la dégradation et de la mort la beauté. Et qui va aussi créer de la beauté, puisque la beauté est dans l'œil qui regarde plus que dans la chose qui est regardée. Donc c'est une thématique qui est, je dirais, assez classique. Vous le trouvez dans le poème de Ronsard, Mignonne allons voir si la rose, Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, vous le trouvez dans les stances à la marquise de Corneille, et dans bien d'autres textes. Mais ici, il y a une grande originalité, parce que Baudelaire ne va pas comparer la femme qui l'accompagne, sa bien-aimée, à une rose en train de se faner. Il ne va pas lui dire avec subtilité et égard qu'un jour elle sera vieille, laide et morte. Mais il va carrément lui montrer, ou plutôt lui rappeler une vision qu'ils ont eue à deux dans une promenade, la vision d'une charogne, c'est-à-dire d'un animal mort, d'un cadavre. Et c'est à ce cadavre qu'il va la comparer, ce qui est évidemment très choquant. D'autant plus qu'il ne va rien nous épargner sur l'aspect, l'apparence de ce cadavre. Et ça va être vraiment une description qu'on peut qualifier d'hyper réaliste et très gore de ce cadavre qu'il rencontre au détour d'un chemin. Donc je lis d'abord le texte qui s'intitule donc Une charogne. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux, les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe, comme une fleur, s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons, de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Donc un texte très très original et frappant, qui frappe l'imagination, qui produit un effet très fort par ces images très contrastées. Et
on va commencer donc par cette première strophe et s'apercevoir donc qu'il parle à une femme qui est évoquée ponctuellement, hein, rappelez-vous, donc un vous qui est évidemment le vous de la politesse et non pas un vous pluriel. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme. Donc mon âme, c'est un mot tendre, comme il dirait mon cœur, ma chérie, ma bien-aimée. Rappelez-vous, donc il évoque un souvenir, quelque chose qu'ils ont vu ensemble au passé et qu'il évoque pour ensuite en tirer une comparaison qu'on verra dans les 3 dernières strophes. L'objet, c'est un terme assez neutre, ni bon ni mauvais. L'objet que nous vîmes, donc c'est un spectacle, on passe d'abord par les yeux, mais on verra que tous les sens sont mobilisés. La vue, l'odorat, presque le goût, puisqu'on parle de cuisson un peu plus loin, pas le toucher, non, mais le dessin, hein, la forme. Donc on a vraiment quelque chose de très sensuel comme description. Donc, mais on commence par la vue. L'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, alors là on est dans un cadre qui ne nous laisse absolument pas présager ce qu'on va découvrir. C'est un petit peu comme le cadre bucolique du Dormeur du Val. Si vous connaissez le Dormeur du Val de Rimbaud, il décrit un vallon, il décrit un paysage qui est bucolique, qui est très romantique, très beau, très champêtre. Un jeune homme, un jeune soldat qui dort étendu dans l'herbe. Et puis progressivement, il y a des petites allusions au fait que sa narine ne frissonne pas, qu'il est immobile et qu'il est pâle. Et à la fin, eh bien, on découvre il a une tache rouge sur la poitrine, donc on découvre qu'il est mort. Et c'est un réquisitoire contre la guerre bien plus fort que si il avait décrit un champ de bataille avec plein de cadavres ensanglantés un peu partout. Là, on a un contraste entre le cadre bucolique, le vallon, et d'un coup, à la fin, la découverte du cadavre. Donc là, on a chez Baudelaire aussi ce jeu de contraste. On a un cadre bucolique, ce beau matin d'été si doux, une promenade au détour d'un sentier, et on va découvrir l'objet en question qui va davantage choquer. Alors, ce beau matin d'été si doux, on a plein d'éléments qui sont positifs, on va dire, et qui sont lyriques, qui appartiennent au registre lyrique, champêtre, romantique. Le matin, le matin, c'est la période de la journée qui évoque l'espoir, l'innocence, la belle lumière, plutôt que la soirée ou la nuit. Hein, si on parlait d'une promenade nocturne avec des ombres sinistres, on s'attendrait davantage à une mauvaise rencontre. Là, c'est le matin, la belle lumière, l'espoir, on ne s'attend pas à une rencontre sinistre. Donc elle sera d'autant plus frappante. C'est pas seulement le matin, c'est un beau matin. Donc ça renforce cette impression. D'été, c'est pas un matin d'hiver brumeux, un peu vague, c'est un matin d'été. Donc c'est lumineux, c'est clair, c'est une saison qui est franche, joyeuse, l'été. Si doux, c'est pas un été caniculaire, c'est pas non plus la sécheresse, le soleil de plomb, non, doux. Donc doux, agréable, chaud, mais sans plus. Au détour d'un sentier, alors le détour, c'est ce qui ménage la surprise. Si on avait un sentier rectiligne et puis au bout on voit quelque chose, c'est quoi, on s'approche, ah c'est un cadavre. Là au contraire c'est un détour, donc on s'y attend absolument pas. On est dans un cheminement agréable et bucolique, romantique, puisqu'on est à deux, on se promène peut-être main dans la main ou bras dessous, et on tombe nez à nez, si on peut dire, avec le cadavre. Donc une charogne infâme. Au passage, on peut s'apercevoir, et on le verra dans plusieurs passages du poème, qu'on a des rimes qu'on peut appeler antisémantiques, c'est-à-dire elles riment, infâme et âme, avec même la rime complète, hein, âme avec l'accent circonflexe, aussi bien pour âme qu'infâme, mais où le sens est quand même opposé. L'âme, c'est quelque chose de positif. En même temps, c'est un mot doux ici. Bon, l'âme, c'est l'esprit, avec une connotation religieuse. Mais ici, mon âme, c'est un mot doux, comme il dirait mon cœur ou ma chérie. Alors que infâme, c'est une insulte, c'est un adjectif qui est totalement négatif. Donc, faire rimer âme et infâme, c'est quand même assez surprenant. Une charogne infâme. Alors on verra que plus tard, elle va être qualifiée inversement. Ici, charogne infâme, plus loin on aura carcasse superbe. Et là, ça montre la métamorphose progressive de quelque chose de répugnant au départ et dont il va faire une œuvre d'art. Sur un lit semé de cailloux. Alors là, on a une métaphore qui transforme le sentier sur lequel repose le cadavre en lit.
Et un lit, apparemment, habituellement, c'est moelleux, c'est doux, c'est un lieu où on se repose, qui est confortable. Là, au contraire, semé de cailloux. Donc, quelque chose de dur, évidemment qui n'est pas gênant pour le cadavre, hein, qui ne sent rien, mais ça renforce ce côté négatif de cette découverte. Et puis, cette évocation du lit, elle va annoncer aussi la deuxième strophe qui, elle, est érotique. Le sujet de cette deuxième strophe, c'est la charogne infâme. Donc il faut, dans la lecture, ne pas faire trop de pauses entre la première et la deuxième strophe, puisque le verbe qui correspond à une charogne infâme, c'est « ouvrait son ventre ». Donc dans la deuxième strophe. Donc que fait cette charogne infâme? Les jambes en l'air comme une femme lubrique. Donc une position qui est une position érotique. Les jambes en l'air. Et ici, une personnification, puisque la charogne, on suppose c'est une charogne d'animal. Rien ne nous laisse supposer que c'est une charogne humaine, hein. Sinon ça donnerait un caractère plus dramatique à la découverte, qui supposerait une enquête, de prévenir la police, etc. Alors que là, il n'y a rien de tout cela, c'est une charogne d'animal. On ne sait pas par contre quel animal, hein. Tout au long du poème, il n'y a aucune indication du fait que ce soit un animal, que ce soit un oiseau, ou bon, on ne parle pas de plumes, mais on ne parle pas non plus de poils, hein, ou que ce soit un mammifère. Donc c'est très indistinct, peut-être justement parce qu'il est pas mal en décomposition, l'animal, et puis parce que ça compte pas, c'est pas ce qui est important. Mais donc, parler de jambes pour un animal, c'est une personnification, sauf si c'était un cheval, puisque le cheval est le seul animal qui ait des jambes. On dit les jambes et non pas les pattes d'un cheval, comme le savent tous les cavaliers. Mais ça sera un peu volumineux quand même, un cheval. Un cadavre de cheval, c'est assez rare. Un cheval, il appartient à quelqu'un et généralement, s'il meurt, on fait venir l'équarrissage, hein. Bon, on ne laisse pas le cadavre pourrir au coin du sentier. Donc, on peut supposer que c'est un animal plus petit, peut-être un lapin, peut-être un chien, un chat, une biche, un chevreuil, bon. Donc, les jambes en l'air, c'est une personnification, et comme une femme lubrique, c'est une comparaison annoncée par comme, et dans les deux cas, on a une posture qui est renforcée par « ouvrait son ventre », qui est une posture d'abandon, de don de soi, et une posture érotique. Une femme lubrique, ça évoque une femme qui est sensuelle. C'est même un terme lubrique qui est un peu péjoratif par rapport à sensuel. Sensuel, c'est plutôt positif comme terme, ou en tout cas c'est neutre. Alors que lubrique, c'est un petit peu péjoratif, hein, de dire qu'une personne est lubrique, c'est un peu obsédé sexuel. Donc une femme lubrique, en tout cas sensuelle, qui s'offre, qui donne son corps. Voilà la comparaison, l'image, la métaphore qui est développée à partir du cadavre. C'est quand même assez surprenant, assez gore. On pourrait presque dire nécrophile. Un nécrophile, c'est quelqu'un qui a une attirance érotique perverse pour des cadavres. Bon, ça existe, hein. Comme il y a des pédophiles, il y a des nécrophiles, bon, ou des zoophiles, bon, ce sont des perversions. Ici, il y a presque un côté nécrophile, quoi, de comparer. Est-ce que c'est vraiment la première comparaison qui vient à l'esprit? On voit un cadavre gluant, puant, en décomposition, on pense à une femme qui est en train de s'adonner à l'amour. C'est choquant. Mais déjà, ça suggère qu'il va y avoir une comparaison entre ce cadavre et la femme aimée. Déjà, ça le suggère. La métaphore est filée avec brûlante et suant les poisons. Brûlante, la brûlure de la passion, on va souvent associer donc la sexualité, l'érotisme avec la chaleur, la brûlure, et puis ici la sueur, bien sûr, quand on fait l'amour, on est en sueur, sauf que là, elle sue les poisons. Donc c'est carrément les poisons de son corps qui est produit par la décomposition, hein. Plus loin, on verra cette liquéfaction, en quelque sorte, des chairs, qui produisent une odeur putride, comme il sera évoqué plus loin. Et donc, son corps sue ces poisons. Donc là, l'image est cassée. Les jambes en l'air, la femme lubrique, brûlante, et suant, jusque-là, c'est purement de l'érotisme. Mais là, les poisons, déjà, on revient à l'image répugnante. Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre. Donc là, c'est à nouveau l'image érotique. Nonchalante et cynique, une sorte de contradiction. Nonchalance, ça évoque toujours cette sensualité, cet abandon de soi dans l'amour. Mais cynique montre bien qu'il y a de l'ironie dans tout cela. On fait quelque chose de beau avec du lait.
donc c'est avec du lait L-A-I-D, bien sûr. Donc c'est cynique. Son ventre plein d'exhalaisons. Et là, les exhalaisons, donc exhaler, c'est l'odeur qui sort, hein, qui exhale du corps. Euh, Évidemment, une mauvaise odeur, bien sûr, pas des parfums. Le parfum est quelque chose de très important chez Baudelaire. Il y a d'autres textes qui sont consacrés au parfum, d'ailleurs. Le parfum est quelque chose de très érotique, de très suggestif pour les sens. Là, ben, c'est une puanteur, comme il le dira un peu plus bas. Donc son ventre, c'est quand même le siège du maximum de puanteur, tout simplement parce que dans le ventre d'un cadavre, je suis désolée, mais il faut être aussi cru et aussi hyper réaliste que Baudelaire l'est. Pourquoi est-ce que c'est le ventre qui diffuse le maximum des mauvaises odeurs? Eh bien parce que c'est dans le ventre qu'il y a les intestins et donc les selles, donc les matières fécales qui sentent le plus mauvais et qui vont le plus vite attirer les bêtes, attirer la vermine et se décomposer et accélérer cette décomposition. Donc le ventre, c'est le siège de la digestion, c'est le siège des déjections, etc. Et donc évidemment que c'est ces exhalaisons qui sortent de ce ventre. Donc l'image érotique est cassée en quelque sorte par cette évocation répugnante. Strophe suivante, troisième strophe. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Donc ici, encore une fois, des antithèses, une opposition entre des images qui appartiennent à des registres très différents. Toujours l'image bucolique, le soleil qui rayonne, la nature, la grande nature, et puis à côté de ça, la pourriture qui évoque à nouveau le cadavre. Alors, tout se passe comme une sorte de spectacle. On a une mise en scène du cadavre, et effectivement, il n'y a pas seulement une vision. Tout à l'heure, je disais nous vîmes, enfin, il disait nous vîmes, donc c'est la vision. Mais il y a aussi les odeurs, on va le voir, et le son aussi, bizarrement. Et du mouvement. C'est vraiment un spectacle son et lumière. Hein. Il y a du visuel, et il y a de l'auditif, et il y a de l'olfactif dans cette vision. Donc il y a vraiment un spectacle complet dont habituellement on se détourne, et là, on le regarde. Et là, c'est le soleil rayonnait sur cette pourriture, donc il y a une sorte de rayon de soleil qui éclaire ce spectacle. Et le soleil, ici, est évidemment un élément positif. On le voyait tout à l'heure, ce beau matin d'été si doux, quelque chose de joyeux, quelque chose de positif qui contraste avec l'image du cadavre. Qui est qualifié de pourriture, c'est-à-dire on passe du cadavre pourri à la pourriture. On retrouvera cela tout à l'heure lorsqu'il parlera d'infection. Cette infection, en parlant du cadavre qui est infecté, eh bien ça devient une infection ou une ordure. Ensuite, comme afin de la cuire à point. Donc là, il y a une comparaison avec la cuisson. Effectivement, le soleil est comparé à un feu qui va cuire un aliment. Alors tout à l'heure, on était dans la métaphore érotique. Là, on est dans une autre métaphore qui n'est pas celle du sexe, mais de la nourriture. Alors évidemment, ça surprend, parce que tout à l'heure, je disais, quand on voit un cadavre en putréfaction, la première chose à laquelle on pense en général, sauf si on est vraiment nécrophile, ce n'est pas à la sexualité, et c'est pas non plus à manger. Au contraire, ça dégoûterait plutôt. Et d'ailleurs, sa compagne, il signale qu'elle a failli tomber dans les pommes, elle a failli défaillir, s'évanouir, comme il dit, en sentant l'odeur. Donc l'odeur est tellement forte, la vision tellement dégoûtante qu'on n'a vraiment pas envie de manger. Or là, il nous donne une métaphore culinaire afin de la cuire à point. Et c'est pas la cuire, la brûler, la ratatiner, la cramer, une cuisson trop forte. Hein. Non, c'est cuit à point, c'est la cuisson parfaite. Donc c'est assez surprenant. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que si on regarde la suite, ça va être effectivement un festin. Ce cadavre, c'est la mort, mais c'est aussi la nourriture de tas de petits organismes, les mouches, les asticots, les larves, et puis même aussi de plus gros organismes comme le chien, la chienne qui se cache et qui vient choper des petits morceaux des petits morceaux de cadavres. Hein. Donc c'est effectivement un banquet. Un cadavre dans la nature, c'est un banquet pour plein de petits êtres vivants, une sorte de cycle de la nature avec tous ces nettoyeurs de la nature que sont les charognards ou les vermines. Et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint, eh bien, ça évoque un petit peu ce cycle. La nature ici avec un N majuscule, c'est la mère nature, c'est le tout, c'est l'univers, c'est l'écosystème, on dirait en termes plus modernes. Et
qu'est-ce que ça veut dire rendre au centuple à la nature ce qu'elle avait joint? Eh bien, tout se passe comme si la vie, c'était l'assemblage, joint, l'assemblage ensemble elle avait joint, l'assemblage d'organismes, de cellules, d'organes, de membres qui se tiennent ensemble. Et si on regarde ce qui se passe dans une cellule qui va être fécondée, ben elle va se diviser, mais pas au sens où elle va se couper en morceaux, mais au sens où elle va se multiplier, grandir, et un être vivant, ça va être cet assemblage de cellules, cet assemblage du squelette, cet assemblage des os, cet assemblage des muscles, des tendons, cet assemblage des nerfs, des organes, qui vont tous fonctionner ensemble, de façon jointe, et ça va donner un être vivant, créé par la nature. Donc la nature a joint ensemble des choses. Et puis là, ces choses, par la mort va disjoindre, décomposer. Et à ce sujet, j'insiste sur le fait, c'est une petite parenthèse, mais je n'aime pas qu'un élève dise, à propos d'un texte, ce texte se décompose en plusieurs parties. Parce que la décomposition, c'est le fait d'un cadavre. Et un texte, c'est pas un cadavre, c'est un être vivant. Ou en tout cas, il faut le considérer comme tel. Un texte, il vit, il est en mouvement. Et donc, je préfère qu'on dise que le texte se compose. Parce que se composer, c'est effectivement le mouvement du vivant. Que le texte se compose ou que le texte, mieux encore, s'articule en plusieurs mouvements. Ne dites pas que le texte se découpe en plusieurs parties ou se décompose en plusieurs parties. On a l'impression de couper un saucisson en rondelles. Un texte, c'est pas ça. Certes, il y a des strophes, mais les strophes, c'est pas des rondelles de saucisson. Je préfère qu'on parle d'articulation. J'ai plusieurs phalanges. Elles sont pas découpées, hein. Elles se tiennent ensemble, hein. Elles sont jointes ensemble par des articulations, par des tendons, par de la peau qui recouvre le tout. Donc ça bouge, ça fonctionne. Et moi j'ai envie qu'on me dise comment un texte il fonctionne, comment il est en mouvement, comment il bouge, comment il parle, comment il vit. Et non pas de me le disséquer, de me couper en petits morceaux avec un scalpel. Hein. Les explications de texte qui consistent à découper un texte en morceaux et à le disséquer avec un scalpel ne sont pas bonnes. Elles ne laissent pas sa vie au texte. Un texte, il faut l'observer comme on observera un animal en train de vivre. Et non pas en le tuant, en clouant le papillon, en l'épinglant sur sa planchette, c'est plus un papillon. Hein, c'est le cadavre d'un papillon. Donc là, ça a beau être un texte sur la charogne, c'est un texte vivant. Donc je ferme ma parenthèse, le texte ne se décompose pas, le texte se compose. Et tout ce qui est décomposition, c'est la mort, tout ce qui est composition, c'est la vie, c'est la nature. Donc rendre au centuple à la grande nature ce qu'elle a composé, ça veut dire que finalement, ce qu'elle a composé, la nature, c'est décomposé par la mort, mais finalement, la mort offre un festin à d'autres êtres vivants qui vont se multiplier grâce à ce cadavre. Et on parlera tout à l'heure de multiplication dans le poème. Donc effectivement, on rend au centuple à la nature ce qui a été détruit.